Une nuit, un document, et la France perd le contrôle de son avenir énergétique. Imaginez, 50 000 hectares du plateau méditerranéen passent sous contrôle russe sur un simple ordre de Vladimir Poutine. Pas un coup de feu, pas de tanks sur les plages. Et pourtant, en quelques heures, la France se retrouve coupée de ses ressources africaines stratégiques. Les plateformes de forage françaises, bloquées. Le gaz, le pétrole, tout devient inaccessible sans le bon vouloir du Kremlin. Le blocus maritime russe s'installe, transformant chaque mètre de mer, chaque câble sous-marin, chaque tanker, en otage de Moscou. Les frégates de la flotte russe verrouillent les routes vitales entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, là où Paris misait tout sur un nouveau projet énergétique pour s'affranchir de sa dépendance au gaz extérieur. Mais cette fois, le droit international devient une arme, et la Russie impose une nouvelle réalité. Juridiquement, ce plateau disputé appartient désormais à Moscou. À l'Élysée, c'est l'onde de choc. Emmanuel Macron est réveillé en urgence. Il n'y a plus d'accès au gaz africain. La flotte militaire française est impuissante face au cordon russe en haute mer. L'Europe découvre soudain l'étendue de sa vulnérabilité. Prix de l'énergie en hausse, souveraineté menacée, leadership français mis à mal. Alors, jusqu'où ira Macron? Quelles options restent-ils à Paris? Et surtout, qui a permis que la France soit ainsi prise au piège? Pour comprendre ce bouleversement, revenons quelques jours avant le fameux appel à l'Élysée. Tout semblait normal, mais dans l'ombre, chaque mouvement de navire comptait. Sur le plateau méditerranéen, au large des côtes françaises, les plateformes pétrolières et gazières tournaient comme d'habitude. Les opérateurs français, concentrés sur leur routine, ignoraient encore que, discrètement, la Russie était en train de redessiner la carte des pouvoirs. Au début, ce n'était qu'une rotation de navires russes, presque banale. Mais très vite, leur formation en mer a dévoilé une intention méthodique: créer une barrière navale invisible entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, là où passent les routes énergétiques essentielles à la France et à toute l'Union européenne. Sur les radars, rien d'alarmant, pas d'affrontement, aucun coup de semonce. Pourtant, à la nuit tombée, tout a changé. Le premier signal est venu par radio, adressé à une plateforme. Un message sec, presque bureaucratique: zone en cours de réévaluation sécuritaire, merci de confirmer votre position et d'attendre de nouvelles instructions. Les équipes, habituées aux alertes de routine, n'y ont pas prêté grande attention, jusqu'à ce que le même signal revienne, cette fois avec des références précises au droit maritime international. Là, le doute s'est immiscé. Que se passe-t-il vraiment? Progressivement, les navires russes passent en mode contrôle actif. Les analystes le diront plus tard. Chaque position était calculée, chaque navire verrouillait la zone voisine, formant un cordon continu, une ligne de contrôle quasi parfaite. Le sentiment d'insécurité grimpe sur la plateforme. Les ingénieurs appellent Paris, demandent des ordres. La réponse tarde. Les ministères hésitent. Simple démonstration de force ou basculement vers une nouvelle réalité juridique en Méditerranée. À 3h47 du matin, tout s'accélère. L'Élysée reçoit une notification officielle de Moscou, rédigée avec précision, annonçant la création d'une zone d'accès restreint autour des nouvelles infrastructures russes. Le message n'est ni une menace, ni un ultimatum, mais un fait juridique. Désormais, poursuivre les opérations équivaut à franchir une ligne rouge. En moins de 15 minutes, le président français est informé. La plateforme française est désormais considérée comme violant cette nouvelle zone d'intérêt russe. Continuer, ce serait provoquer. Mais reculer, c'est accepter une perte de souveraineté historique. Le vrai dilemme apparaît. Ignorer la manœuvre, c'est risquer une humiliation stratégique. Répondre, c'est risquer l'escalade. Et à cette heure critique, un constat s'impose dans les rangs militaires. La France n'a tout simplement pas les moyens navals de répondre sur place. La tension est palpable, mais au matin, un autre choc attend Paris. Ses alliés, eux, restent silencieux. Paris cherche des alliés, mais le silence est assourdissant. À l'Élysée, la tension est palpable. Autour de la grande table, les regards se croisent, inquiets. Sur l'écran,
La carte du nouveau contrôle russe tranche comme une blessure, un croissant soigné, verrouillant l'accès à tout le sud de l'Europe. Ce n'est pas un blocus, admet un officier, mais le résultat est similaire. Les routes logistiques, énergétiques, jusqu'aux flux commerciaux, tout est désormais sous étroite surveillance russe. Pour la France, le choc est brutal. Les militaires le savent, les diplomates l'admettent à demi-mot. Paris n'a pas vraiment les moyens de défier Moscou sur place. La réaction officielle tarde, les mots sont choisis avec soin, aucun terme ne franchit la ligne rouge. L'Élysée parle de modification unilatérale de l'équilibre stratégique, évite toute allusion à une agression ou à une menace directe. C'est la prudence qui prime, comme si chaque phrase pouvait déclencher plus qu'un simple incident diplomatique. Pendant ce temps, Moscou, sûr d'elle, affiche une légitimité glaciale. Il ne s'agirait que de protéger les nouvelles installations énergétiques, dans le strict respect du droit international. Mais derrière la façade juridique, le message est limpide. Les règles du jeu ont changé. Et l'Europe ? L'OTAN reste muette, se contente d'appeler à la désescalade, sans promettre de soutien concret à la France. Les partenaires européens, inquiets, parlent d'un précédent dangereux, mais n'avancent aucune solution. Dans les couloirs de Bruxelles, on sait que personne ne veut risquer un affrontement naval avec la Russie pour un plateau méditerranéen, aussi stratégique soit-il. La crise s'enfonce au cœur même du projet énergétique français. L'espoir de bâtir une indépendance grâce à l'exploitation des ressources sous-marines s'effondre. Tout devra désormais se négocier avec Moscou. Un député le dit sans détour. Ce n'est plus seulement une crise maritime, c'est une crise de souveraineté. Face à ce dilemme, la France hésite. Faut-il risquer une confrontation militaire ou bien accepter ce nouveau statu quo imposé de l'extérieur ? Mais ce dilemme ne s'arrête pas aux frontières françaises. Car, désormais, c'est toute l'Europe qui se trouve piégée dans cette nouvelle réalité stratégique. La nouvelle normalité russe ne s'arrête pas aux frontières de la Méditerranée. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est que Moscou applique désormais ce modèle de contrôle hybride sur tout le flanc sud de l'Europe. On ne parle pas d'une simple démonstration de force, c'est une stratégie raffinée, où la puissance navale s'accompagne d'une maîtrise du droit international. Les experts insistent, la Russie alterne entre légalité apparente et pression militaire, ce qui rend la riposte occidentale délicate et souvent désunie. En Méditerranée, mais aussi de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire, le même scénario se répète. Chaque zone fermée devient un outil permanent de pression. Grâce à des accords avec des ports nord-africains, Moscou parvient même à court-circuiter les routes énergétiques traditionnelles. Les flux de gaz, jadis dirigés vers l'Europe via des intermédiaires français ou italiens, changent de main. Résultat, la France se voit privée d'un accès privilégié aux ressources avec des répercussions immédiates sur l'industrie, les factures d'énergie et l'économie en général. Et ce n'est qu'un début. D'autres pays européens observent la situation avec inquiétude, conscients qu'ils pourraient être les prochains à subir ce verrouillage progressif. Chaque avancée russe s'accompagne d'une légitimation juridique soigneusement préparée. Accords locaux, notifications diplomatiques, justifications techniques. Cela permet à Moscou de s'installer durablement sans déclencher de conflits ouverts, tout en imposant ses propres règles. Pour l'Europe, l'enjeu est colossal. Sa dépendance énergétique, longtemps vue comme un simple facteur économique, devient aujourd'hui une arme géopolitique dont elle ne maîtrise ni l'usage ni le tempo. À chaque heure où les navires russes maintiennent leur position, le provisoire devient permanent et l'équilibre stratégique bascule un peu plus. Face à cette dynamique, un constat s'impose. L'incapacité à réagir pourrait entraîner de nouvelles pertes stratégiques, non seulement pour la France, mais pour tout le continent. La question n'est plus de savoir si, mais quand cette nouvelle normalité s'étendra ailleurs. Alors, face à ce bouleversement, que peuvent apprendre nos dirigeants, et chacun d'entre nous? Le monde n'obéit plus aux anciennes règles. Qui contrôle la mer, contrôle l'énergie et l'avenir. Ce que la Russie vient d'imposer sur le plateau méditerranéen, c'est la démonstration qu'on peut changer les équilibres sans jamais tirer un coup de feu. Flotte puissante, maîtrise du droit international et surtout contrôle sur les ressources énergétiques.
Cette stratégie hybride permet à Moscou d'imposer ses règles sans guerre ouverte, rendant chaque réponse européenne plus difficile, plus risquée et surtout plus coûteuse. Regardez bien ce qui se passe ici. Demain, ce scénario peut s'exporter en Afrique, dans l'Atlantique ou même sur d'autres côtes européennes. Face à cette nouvelle réalité, la France et l'Europe n'ont plus le luxe de l'inaction. Les décisions prises aujourd'hui à Bruxelles ou à Paris sur les investissements navals, la diplomatie ou l'énergie détermineront notre capacité à préserver notre autonomie, notre sécurité et notre pouvoir économique. N'oublions pas, derrière chaque tension maritime, ce sont les prix à la pompe, les factures de chauffage et même la survie de nos industries qui sont en jeu. La seule réponse efficace, c'est de repenser tout notre modèle. Investir dans la marine, renforcer la coopération stratégique, anticiper les nouvelles formes de pression et surtout, ne plus croire que la stabilité est acquise. L'Europe doit cesser d'être spectatrice. Il faut devenir acteur de sa propre souveraineté. Sinon, les crises énergétiques récurrentes, la perte d'influence et un affaiblissement durable deviendront notre quotidien. Pour chacun d'entre nous, cette incertitude géopolitique n'est pas un concept lointain. Elle se traduira par plus d'instabilité économique, des choix difficiles et une Europe moins capable de défendre ses intérêts. Le constat est sans appel. Pour survivre, il faut penser plus loin que les gros titres. Ce qui semblait impossible hier est devenu la nouvelle règle aujourd'hui. Il y a encore quelques mois, l'idée que la Russie puisse imposer un fait accompli sur le plateau méditerranéen paraissait irréaliste. Pourtant, en combinant puissance navale, influence juridique et levier énergétique, Moscou a non seulement redessiné la carte, mais elle a aussi bouleversé le jeu sans tirer un seul coup de feu. Pour la France, pour l'Europe, la leçon est brutale. Ignorer les signaux faibles d'aujourd'hui, c'est accepter de subir les crises de demain. Regardons les conséquences. Des prix du gaz qui flambent, des projets industriels à l'arrêt, la nécessité d'improviser dans l'urgence de nouveaux partenariats énergétiques. Pour la première fois depuis des décennies, la souveraineté française est directement remise en cause, non pas par une invasion classique, mais par une forme de blocus hybride, invisible, qui conjugue la force du droit, des flottes et des pipelines. Chaque spectateur en paie déjà le prix, sur ses factures, dans l'incertitude de l'avenir, dans la perte d'influence de l'Europe sur la scène mondiale. Face à cette mutation, la tentation peut être grande de se réfugier dans l'indignation ou l'attentisme. Mais le vrai enjeu, c'est de comprendre que la sécurité, la souveraineté et l'énergie sont désormais indissociables. L'Union européenne réalise à quel point sa dépendance énergétique est aussi une vulnérabilité stratégique. Le contrôle de la Méditerranée n'est plus seulement une question de route maritime, mais de survie économique et politique. La Russie l'a compris avant les autres, et aujourd'hui, elle impose ses conditions, non seulement à Paris, mais à Bruxelles, à Rome, à Berlin. Ce scénario devrait servir d'alerte. Ce qui se joue sur le plateau méditerranéen pourrait demain se reproduire aux confins de l'Atlantique, sur les côtes africaines ou ailleurs. La France et ses alliés n'ont plus le luxe de la naïveté. Chaque inaction, chaque retard, se paiera plus cher encore. Le monde ne se transforme plus par des conflits ouverts, mais par des manœuvres hybrides, où l'influence passe par le droit, la technologie et l'énergie. Alors, comment réagir? Observer, analyser, refuser les lectures superficielles. C'est la seule façon de ne pas subir l'histoire, mais de l'anticiper. Car ce qui paraît aujourd'hui un enjeu lointain pourrait devenir, demain, notre nouvelle réalité quotidienne. Plus que jamais, il nous faut voir au-delà des gros titres et comprendre qui détient vraiment les leviers du pouvoir. Le monde évolue à une vitesse inédite. Si vous voulez continuer à décrypter avec nous les nouvelles tempêtes géopolitiques, restez connectés et ensemble, essayons de regarder autrement ce qui façonne notre avenir.